laisse à votre public. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord parce qu'il y a plein de gens que je connais. Le président Rotner, dont j'admire beaucoup la vision mondiale sur les sujets techniques, indépendamment du fait que nous sommes tous les deux docteurs, et avec lequel nous tweetons régulièrement. Le préfet aussi, nous étions dans la même promotion à l'ENAC, le préfet Martin de la Moselle, et on ne s'était pas vu depuis longtemps d'ailleurs. On a aujourd'hui une responsabilité collective. Est-ce qu'on va laisser un pays développé ou un pays sous-développé à nos enfants? Est-ce qu'on va se gargariser de rapports ronflants sur l'intelligence artificielle sans moyens et sans argent? Ou est-ce qu'on va avoir un vrai plan? Est-ce qu'on va enfin avoir des scientifiques parmi les décisionnaires politiques ou uniquement des juristes et des apparatchiks? C'est maintenant que ça se décide. Dans 5 ans, les carottes sont cuites en IA. Pour l'Europe, pour la France et pour Grand Est. Nous sommes à un moment où nous avons une immense responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Le plan Villani propose 1 milliard d'euros à l'échelle entière de la France en 5 ans. L'e-commerçant Alibaba en Chine a mis 15 milliards l'année dernière. Une seule société. Il faut qu'on se ressaisisse. Collectivement. La société civile, les intellectuels, les journalistes, les hommes politiques, à l'échelle des métropoles, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Nous n'avons pas compris que nous sommes rentrés dans le 3e capitalisme. Le premier, né à Venise, le capitalisme marchand. Et le Grand Est était bien placé avec les foires de Champagne. Le capitalisme industriel qui a fait la richesse de la région, avec le charbon et la sidérurgie, même si l'Angleterre était plus avancée. Et aujourd'hui, le 3e capitalisme, le capitalisme cognitif, c'est-à-dire le capitalisme de l'intelligence artificielle, du big data, de l'informatique et des neurosciences, les sciences du cerveau. Car l'intelligence artificielle sans le cerveau, cela n'existe pas. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle en réalité du couple constitué par l'intelligence artificielle et par l'intelligence biologique. Il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas des neurones à côté. En réalité, il faut parler des intelligences. Et nous sommes des poissons rouges dans un petit bocal dans le capitalisme cognitif, alors que le monde est fait d'un océan de requins qui investit des dizaines de milliards dans l'intelligence artificielle, quand nous gargarisons quand il y a une subvention de 500 000 euros. Le président Rotner a raison, il faut penser monde. On ne va pas faire de l'IA pour la Moselle, ni pour le Sillon. Ce sont des marchés mondiaux, c'est une guerre mondiale de l'intelligence artificielle et de l'intelligence biologique. L'intelligence artificielle, elle a une caractéristique, vous le savez bien, c'est qu'elle s'éduque plus qu'elle ne se programme. Ce n'est pas l'informatique traditionnelle, elle se nourrit d'énormément de data, c'est pour ça qu'elle a été enfantée par le big data, et que les géants du numérique qui ont des montagnes de données sont les seuls vrais producteurs d'intelligence artificielle. Il y a plein de gens qui mentent en faisant croire qu'ils font de l'intelligence artificielle. Il y a plein de gens qui prétendent faire de l'intelligence artificielle pour piquer du pognon en bourse ou à des investisseurs cruels ou des crédules et pas cruels. Mais en réalité, il n'y a qu'une dizaine de boîtes sur Terre qui fait de l'intelligence artificielle. Les GAFA, les BATX. C'est un marché incroyablement concentré. Nous devons réfléchir à toutes les conséquences sociales et politiques de cette fusion
entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, qui est un fluide unique. Ce mélange d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine est la source de tous les pouvoirs, circule à la vitesse de la lumière, est présent partout, est centralisé entre la Californie et la Chine. C'est un marché très, très oligopolistique. C'est mis à jour instantanément, alors que nos cerveaux mettent plus de temps à se mettre en route. Et puis, c'est consommateur des meilleurs cerveaux. Il n'y aura pas d'IA dans le Grand Est si Grand Est n'attire pas des cerveaux de niveau mondial en IA. Et vous savez combien coûte un très bon développeur en IA aujourd'hui? Jusqu'à 100 millions par an. Pas 100 millions de roupies, 100 millions de dollars. Donc il y a une stratégie pour réunir, former, garder les cerveaux biologiques et les interfacer avec l'intelligence artificielle. Il faut une stratégie nouvelle. Nous ne sommes plus dans le capitalisme industriel, nous sommes dans le capitalisme de l'économie de la connaissance, qui est extrêmement particulière et qui est plus cruelle encore qu'a pu l'être le capitalisme industriel. Cette explosion de l'intelligence, et vous savez que le neurone est né il y a 550 millions d'années, à l'ère du Cambrien, le transistor a à peine 70 ans, elle a été extrêmement rapide. Le premier transistor faisait 3 cm sur 2 cm sur 3. Aujourd'hui, on met sur un microprocesseur de la taille d'un ongle 10 milliards de transistors qui font jusqu'à 30 000 milliards d'opérations par seconde. Cela a été très vite. Sur la largeur d'un cheveu, on met aujourd'hui 15 000 transistors de 7 nanomètres, c'est-à-dire de 7 milliardièmes de mètre. Et les usines qui font ces processeurs coûtent 20 milliards chacune. C'est inaccessible à un pays comme la France. Le coût du mégaoctet stocké, il a été divisé par 2000 milliards. Le premier ordinateur en 38 faisait une opération par seconde, le Z38. On est maintenant à bientôt 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. La puissance informatique a été multipliée par 120 millions de milliards en quelques décennies. Une requête Google nécessite plus de puissance informatique qu'il y en a eu pendant le programme Apollo en 10 ans. Pas la puissance instantanée du programme Apollo, toute la puissance consommée par le programme Apollo pendant 10 ans. Une seule requête Google. Et votre iPhone, si on avait voulu avoir la même puissance en 1961, cela aurait coûté 153 000 milliards de dollars. Il aurait fallu des dizaines de millions d'ordinateurs géants et ça aurait été plus grand que votre pays, le Grand Est. Depuis le 1er janvier 2017, nous avons produit plus de données qu'il y en a eu produites depuis 5 millions d'années, quand nous nous sommes séparés d'avec les ancêtres des chimpanzés, jusqu'au 31 décembre 2016. Quantitativement, nous sommes face à un phénomène explosif qui progressivement challenge le cerveau humain et notre problème, car il n'y a dans cette salle que des cerveaux biologiques. Notre problème, c'est qu'allons-nous devenir en tant que cerveau biologique? D'où vient cette histoire? Elle a commencé en 1989. Le mur tombe et le web naît. C'est la même année qu'Internet est né, sous la forme du web, et où le mur de Berlin est tombé. C'est l'époque où Fukuyama, entre 89 et 92, explique que c'est la fin de l'histoire et que nous sommes entrés dans une paix éternelle avec une victoire définitive du modèle occidental et qu'aucun pays ne pourra jamais challenger les États-Unis d'Amérique et la démocratie occidentale. Il dit que ce n'est pas tant la fin de la guerre froide, c'est la fin de l'histoire et l'universalisation du régime américain. Ce qui était une erreur tragique.
Au même moment, on invente le web, Tim Berners-Lee, et on développe une vision très bisounours, très utopique, où on imagine qu'on est rentré dans la paix universelle, où il n'y aura plus de guerre, plus d'opposition technologique, et où nous, les Occidentaux, seront maîtres du monde pour les 5 prochains millions d'années. En réalité, nous sommes entrés, vous le savez, dans une guerre technologique, et la géopolitique aujourd'hui est en fait la guerre pour avoir le plus de data, car ce sont les data qui déterminent la quantité d'intelligence artificielle que nous produisons aujourd'hui, et encore sans doute pour une quinzaine d'années. Nous espérions une révolution numérique, c'est-à-dire plus de démocratie. En réalité, nous avons eu une contre-révolution numérique. Les dictatures sont de plus en plus fortes, l'intelligence artificielle favorise les dictatures, nous n'avons pas du tout le paysage que nous espérions. Il y a des raisons de fond que je n'ai pas le temps de développer ici, mais nous espérions en avoir fini avec les impérialismes, avec la guerre, avec les oppositions. En réalité, nous avons hérité d'une incroyable guerre technologique autour de la possession de l'intelligence artificielle. On imaginait un monde où il n'y aurait que des Wikipédia et des gentils leaders comme Clinton quand il était jeune. En réalité, on a la guerre entre les GAFA et les BATX, on a la bataille pour l'intelligence artificielle, et vous remarquerez que quand on parle de la guerre des IA, on ne met pas l'Europe, on ne met que la Chine et les États-Unis. Et puis, de plus en plus, l'intelligence artificielle est utilisée pour censurer, très intelligemment, hélas, comme le fait la Chine. Et vous savez que le grand firewall, l'intelligence artificielle qui censure en Chine, est maintenant exportée par la Chine en Afrique et en Asie, hélas. Washington a ses GAFA, Pékin a ses BATX, qui sont en réalité des corsaires et qui travaillent pour le compte de leur État-nation, comme Surcouf travaillait pour le roi de France, puis pour Napoléon. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une nouvelle opposition entre les différentes zones géographiques, comme Huntington l'avait bien vu. On a 4 conséquences que personne n'a vues et qui sont inattendues et très difficiles à accepter. La première, c'est que l'intelligence artificielle ne favorise pas la démocratie, on l'a vu, mais plutôt Black Mirror comme en Chine. Vous savez que l'intelligence artificielle reconnaît les visages des gens dans la rue en Chine. Quand vous crachez par terre, quand vous jetez un papier par terre, quand vous traversez au mauvais feu, c'est enregistré dans la base de données de votre passeport social. Et à la fin, vous n'avez plus le droit de prendre l'avion, plus le droit de prendre le train. L'intelligence artificielle surveille les gens par reconnaissance faciale, et il y a 4 millions de gens qui n'ont pas le droit de prendre le train et l'avion à cause de cela en Chine. Nous avons un Game of Thrones des fabricants d'intelligence artificielle que l'on n'imaginait pas. On imaginait plutôt un monde open source, un monde gentil de petits développeurs dans les campagnes. On a en fait une énorme concentration autour des GAFA. On imaginait un monde avec moins de séparation. On a en réalité des fractures béantes qui se créent parce que l'intelligence artificielle n'a pas été un outil de décentralisation. C'est un incroyable outil à concentrer le pouvoir et le pognon au niveau des individus, au niveau des entreprises, au niveau des métropoles, au niveau des pays, au niveau des individus. L'écart entre ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et l'économie de la connaissance et les gens moins doués, moins à l'aise avec la data devient effroyable. Et vous savez que 19% des jeunes Français ne savent pas se servir d'Internet. Même le Financial Times, qui n'est pas un journal d'extrême gauche, s'inquiétait de l'arrivée de rémunération annuelle chez les géants du numérique à 100 millions de dollars pour une année. Cet écart pose des problèmes politiques énormes. L'intelligence artificielle est une machine à créer d'énormes écarts entre les 30% de nos concitoyens qui ne savent pas lire correctement et qui donc ne sauront pas bien servir des technologies d'intelligence artificielle, et puis les gens qui sont les maîtres de cette nouvelle économie. Le prix Nobel Stiglitz, cette semaine dans le Guardian, s'inquiétait de la division incroyable que l'intelligence artificielle est en train de créer. Les maîtres du monde
que Le Point baptisait d'ailleurs les penseurs les plus influents du monde, Mark Zuckerberg, les dirigeants de Google, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, le patron d'Amazon, sont les vrais gagnants. Et nous sommes effectivement dans le siècle d'or des entrepreneurs, innovateurs, des savants, des gens qui vivent dans les métropoles les plus avancés, mais dans une période bien difficile pour ceux qui ne sont pas les maîtres de l'économie de la connaissance. Au niveau des entreprises, on voit la même concentration. Netflix n'existait pas il y a 30 ans et il ne fait du streaming que depuis peu de temps. C'était une toute petite start-up. Netflix vaut 155 milliards en bourse. TF1, la plus grosse chaîne de télévision européenne, vaut 2 milliards, c'est-à-dire rien. Les gens qui traitent la data, les gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle valent de plus en plus cher. Et vous savez qu'Amazon et Apple ont dépassé 1000 milliards et que l'homme le plus riche du monde, c'est Jeff Bezos, qui possède près de 200 milliards. Et les gens qui ne sont pas raccrochés au wagon de l'intelligence artificielle sont en grand souci. Au niveau des métropoles, la concentration des richesses et du pouvoir est caricaturale. Nous sommes à nouveau à Venise en 1050, quand il y avait à Venise les artistes, les financiers, les banquiers, les innovateurs, les start-upers de l'époque, qui étaient des commerçants astucieux. Bien sûr, le populisme vient de cet écart béant entre les zones branchées sur l'intelligence artificielle et les autres. Et vous savez qu'aux États-Unis et en Angleterre, les gens non diplômés voient maintenant leur espérance de vie baisser. Au niveau des pays, nous avons le même basculement. Au niveau des territoires, nous avons le même basculement. Au Maroc, les gens étaient bouleversés, ils n'avaient jamais regardé les chiffres. Le patron de la bourse de Casablanca est allé vérifier. Oui, il y a 38 ans, le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine. Le Maroc a investi 0 sur l'école, 0 sur l'université, 0 sur la recherche, 0 sur l'informatique. La Chine a tout misé sur l'économie de l'intelligence artificielle. La France était 3 fois plus riche que Singapour. Elle est 2 fois plus pauvre. Vous gagnez 2 fois moins que si vous étiez à Singapour. Et la Corée du Sud avait le niveau de vie du Cameroun il n'y a pas très longtemps. C'est aujourd'hui une nation plus avancée que la France, avec un budget de recherche qui est le double du nôtre. La Corée dépense 5% de sa richesse nationale pour la recherche, la France, c'est 2,2%. Cette redistribution des cartes en faveur des métropoles dynamiques et branchées sur la nouvelle économie et les autres crée un monde de capitalisme cognitif hyper sauvage, branché sur la Californie et l'Asie, centralisé, pas très libéral, et nous sommes à côté. Nous sommes en train de rater le capitalisme cognitif. Nous investissons la moitié de ce qu'il faudrait investir en recherche. Nous investissons en intelligence artificielle le 50e de ce qu'il faudrait mettre. Nous payons nos chercheurs le 5e de ce qu'il faudrait. Nous payons nos professeurs d'université, quand ils sont bons, le quart de ce qu'ils devraient être payés, de ce qu'ils sont payés ailleurs. Et il ne faut pas croire qu'ils vont rester éternellement masochistes. On était en haut à droite, on est en bas et à gauche, avec un apartheid intellectuel entre les gagnants et les perdants. Et chose impensable, la Chine est en train de dépasser les États-Unis en dépenses de recherche et développement. C'était impensable il y a 15 ans. Impensable. Impensable. C'est la réalité. On estime que dans 18 mois, la Chine aura dépassé les États-Unis, qui ont encore de beaux restes, et on va avoir un duopole mondial entre la Chine et les États-Unis. Un monde totalement inattendu dans lequel Grand Est a des atouts, mais a d'immenses faiblesses. Lié au fait que l'Europe est globalement faible et que la France n'a pas compris les ressorts de cette nouvelle économie. Oui, l'intelligence artificielle crée des choses bouleversantes. Et on n'a pas de réponse politique et sociale aujourd'hui, il faut l'inventer.
Cela génère des inégalités insupportables entre les gens les plus doués et les gens qui ont moins de facilité. Et c'est normal. Dans une économie de l'intelligence artificielle, les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle et qui coûtent 1000 fois plus cher à l'heure vont être dans un grand souci. L'intelligence artificielle favorise donc le populisme, est vertigineuse, favorise une concentration très importante des pouvoirs, génère des incertitudes car vous êtes TF1, vous êtes rassuré, et puis Netflix et YouTube vous écrabouillent en très peu d'années. Nous avons une désynchronisation complète entre un fonctionnement ultra rapide de cette économie de la connaissance et un État qui fonctionne comme en 1850. Le fonctionnement du ministère des Finances est à hurler de rire. Il ne faut pas y envoyer le patron de Google ou de Facebook. Il se pisserait dessus de rire. Cette désynchronisation entre l'appareil d'État, l'école, nos institutions et puis une technologie mondiale qui galope est insupportable. Nous avons, et c'est très troublant, une technologie qui favorise plutôt la dictature et nous avons une marginalisation de nos territoires. Et pardon de mettre du sel sur la plaie, mais Grand Est est en voie de marginalisation dans l'économie de la connaissance. Comme la France plus généralement. Et j'ai été très choqué quand j'ai envisagé avec mes enfants qu'ils puissent faire leurs études en France. Ils se sont moqués de moi. Ils veulent une marque. La LSI à Londres, Cambridge, Oxford, Columbia, Harvard, le MIT. Les universités inconnues françaises, ils n'en veulent pas. Pourquoi cette révolution? Cette révolution terrible de l'intelligence, des intelligences, devenue l'outil de tous les pouvoirs. On a eu le grand mensonge de Dartmouth qui a fait qu'on n'a pas vu arriver la vague de l'IA. En 1956, a lieu le premier colloque sur l'intelligence artificielle avec ce qu'on a appelé les mousquetaires de l'IA qui cherchaient du pognon. Les universitaires cherchent toujours de l'argent. Et donc, ils cherchent un terme pour aller chercher plus de pognon et plus de grants. Et là, il y en a un qui dit, mais si on appelait ça intelligence artificielle? Il trouve l'idée géniale. Et on a appelé intelligence artificielle ce qui est une technique informatique qui est tout sauf intelligente. Mais le terme est resté. Et parfois, on garde des termes anciens. Vous savez qu'Éric Le Rouge a attiré au Groenland ces hommes en leur expliquant qu'il y avait là-bas un merveilleux pays vert. Alors le Groenland était blanc, il est toujours blanc, il n'a jamais été vert, mais on continue à appeler le Groenland Groenland, alors que c'est en fait une escroquerie politique. Les hommes politiques mentaient déjà au XIe siècle. On a imaginé, pas tous, hein, pas dans les régions sérieuses comme l'Est, on a imaginé qu'on allait avoir très vite une intelligence artificielle forte, dotée de conscience. En fait, les deux voies pour développer de l'intelligence artificielle, l'intelligence symbolique, où on écrit le code à la main, et puis l'intelligence connexionniste, où on éduque les IA, n'ont pas marché. Pour des raisons différentes, elles n'ont pas marché. Jusqu'en 2012, rien ne marchait. On faisait de l'informatique traditionnelle, qui donnait des résultats, mais l'IA ne fonctionnait pas. Et en 2012, grande surprise, quand la puissance de calcul a fini par exploser, que la 4G et la 5G ont permis d'avoir plein de données collectées à partir de nos téléphones portables pour éduquer l'IA, quand on a eu des nouvelles puces GPU, hein, ceux qui connaissent bien l'IA savent à quel point les puces des consoles vidéo ont été importantes, avec des nouveaux algorithmes, des techniques de machine learning et de deep learning, cette explosion de données, on a fini par avoir des résultats et on s'est rendu compte que plus on avait de data, plus l'intelligence artificielle était efficace et ça a donné un monopole sur l'intelligence artificielle à ceux qui ont des data. Les GAFA, les BATX. Je vous rappelle que personne n'a de données en Grand Est. Hein. Il n'y a pas une seule base de données ici, à part les horaires SNCF.
Mais pour faire de l'intelligence artificielle, je vous promets que ça ne va pas le faire. Le deep learning a bien marché. Et si le deep learning donne un énorme avantage aux bases de données géantes des géants du numérique, c'est que, contrairement à nous, l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup d'exemples. Par exemple, pour reconnaître quelque chose, un bébé, quand on lui montre 3 girafes et qu'on lui montre une 4e girafe, il reconnaît la girafe. Une intelligence artificielle a besoin de voir 1 million de photos de girafes. Si vous lui en montrez 3, elle est incapable, en deep learning, de dire ce que c'est. Ça donne bien évidemment un avantage aux gens qui ont 1 million de photos de girafes, 1 million de photos de cravates. Ce sont les géants du numérique. Personne dans la salle n'a 1 million de photos de chaque type d'objet. Et vous savez que nos enfants mettent sur Facebook, rien que sur Facebook, 10 milliards de photos tous les jours. La conscience artificielle, comme les films de science-fiction, c'est dans beaucoup plus tard. Et ce n'est pas l'inquiétude du moment. L'inquiétude du moment, c'est comment on gère socialement et politiquement dans les territoires l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'hypothétique intelligence artificielle à la mode d'Hollywood qui pourrait nous tuer demain. Par ailleurs, un sujet connexe qui est la robotique. Heureusement, la partie mécanique des robots coûte encore très très cher. Et vous savez que Google a vendu à Son, le milliardaire japonais, les robots de Boston Dynamics. Chaque robot coûte à peu près $1 million, ce qui fait qu'on ne va pas remplacer demain matin la femme de ménage au Novotel de la gare par un robot polyvalent. En revanche, quand les robots polyvalents de Boston Dynamics valent $35 000 en 2035, on va être dans le souci. Il faut y réfléchir maintenant, mais ça n'est pas l'urgence du moment. Vous savez pourquoi Google a vendu les robots Boston Dynamics? Sur un argument politique. Avec l'intelligence artificielle, on concurrence les cols blancs. Avec nos robots, nous pourrions concurrencer les cols bleus. Nous ne pouvons pas faire peur en même temps aux cols bleus et aux cols blancs. C'est une décision politique de vendre les robots. Son, qui a racheté Boston Dynamics et qui fait la couverture des médias américains, personne ne le connaît en Europe, c'est l'un des hommes les plus importants du monde, a pour objectif, avec son nouveau fonds de $100 milliards, de fabriquer d'ici 2035 des robots ayant 10 000 de quotient intellectuel. Vous savez que la moyenne dans le Grand Est est de 98 et l'homme le plus intelligent sur Terre avait 240 de quotient intellectuel. S'il réussissait, nous pourrions être embêtés. Je ne suis pas loin de penser qu'il faudrait peut-être interdire de tels robots. Vous l'avez compris, c'est parce que l'intelligence artificielle est conne et pas intelligente que les géants du numérique ont le pouvoir qu'ils ont. Parce que l'intelligence artificielle va très vite, mais elle a besoin de beaucoup de données, et donc cela donne un monopole révolutionnaire aux géants du numérique. Et les gens, les institutions qui n'ont pas colligé de données se retrouvent aujourd'hui fort dépourvus au moment où la bise fut venue. Ce qui est fascinant, c'est de voir que les géants du numérique nous ont transformés en collaborateurs gratuits. En 10 ans, nous avons tous pris un deuxième métier. Nous avons un premier métier qui est, on bosse chez Airbus, chez Toyota, au conseil régional. Puis on a un deuxième métier, gratuitement. Nous éduquons gratuitement les intelligences artificielles des géants du numérique en passant nos journées sur nos dispositifs électroniques. Chaque fois que nous sommes là-dessus, nous enrichissons, nous éduquons les intelligences artificielles des géants du numérique. Nous faisons ça gratuitement, 5 heures par jour. Alors, ce n'est pas gratuit chez eux, mais chez nous, c'est gratuit. Et ça, c'est assez fascinant. La façon dont, en nous droguant, les géants du numérique nous ont transformés en domestiques heureux est un truc extraordinaire. Nous sommes les domestiques des géants de l'intelligence artificielle. Parce que sans nous, les géants du numérique n'auraient pas de data et donc il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. Les conséquences, elles sont très importantes. La voiture, le train autonome, tous les applicatifs numériques, la médecine, la robotique, l'éducation sont bouleversés progressivement par l'intelligence artificielle. Dans une région comme Grand Est, si la voiture autonome de demain n'est pas fabriquée à Sochaux, à Montbéliard et dans les usines Peugeot, ce serait un drame industriel pour des tas de sous-traitants à l'horizon 2035.
L'urgence industrielle aujourd'hui pour Grand Est, c'est la voiture autonome, la self-driving car. Vérifiez que Peugeot existe encore demain, et Peugeot va très bien aujourd'hui, et que Peugeot soit dans la course au moment où la self-driving car va arriver. Vous imaginez les dégâts sur la région si la self-driving car, il n'y en ait pas chez Peugeot dans 20 ans. En médecine, qui est un exemple qui nous intéresse beaucoup avec le président Rotner, progressivement, on a eu une explosion du volume de données. D'ailleurs, ce qui a fait dire à Yann Lequin, le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, que l'intelligence artificielle allait nous révéler à quel point notre cerveau est limité. Il y a 20 000 milliards de données dans un séquençage ADN d'une tumeur, par exemple, pour chaque malade. C'est impossible à traiter pour un individu seul. Google a montré que par une photo de fond d'œil, on peut remplacer un bilan cardiovasculaire de plusieurs jours. DeepMind, la filiale londonienne de Google, qui a gagné au jeu de Go, a montré qu'en radiologie, on pouvait faire beaucoup mieux que les radiologues, dans le dépistage du cancer du sein aujourd'hui, dans le scanner également. L'intelligence artificielle est aujourd'hui très nettement au-dessus des docteurs, dans l'analyse des virus, dans le dépistage du risque suicidaire. L'intelligence artificielle est très, très supérieure aux meilleurs psychiatres. Très, très supérieure aux meilleurs psychiatres. Nous ne sommes pas très loin du moment où il ne sera pas éthique et où il sera illégal de diagnostiquer sans avoir vérifié que l'intelligence artificielle est d'accord avec nous, nous les docteurs. Babylon Health a montré qu'une IA est capable de faire mieux qu'un jeune spécialiste en connaissance et en capacité diagnostique. Et pour un truc qui est un petit peu, qui n'est pas très gai, mais pour déterminer quand on va mourir, l'intelligence artificielle fait 1,5 fois mieux que les meilleurs docteurs. Donc, pour les insuffisants cardiaques, l'IA prédit dans 80% des cas le jour de la mort, alors que les meilleurs cardiologues prédisent dans 60% des cas le jour de votre mort. Bon, moi, je ne suis pas sûr que je demanderais l'avis de l'intelligence artificielle. Je préférerais peut-être ne pas savoir, mais c'est un autre problème. Pareil pour le cancer de la peau, il y a de multiples exemples récents qui montrent les progressions incroyables de l'intelligence artificielle. Et en Chine, il y a eu un épisode de télé-réalité incroyable où les Chinois ont opposé les meilleurs radiologues chinois à l'intelligence artificielle. Les meilleurs radiologues chinois ont été écrabouillés par l'intelligence artificielle made in China. Écrabouillés. Je ne crois pas du tout, contrairement à Geoffrey Hinton, le grand spécialiste du deep learning, à la mort de la radiologie, mais à une mutation profonde du métier. Et pour Grand Est, qui a beaucoup d'hôpitaux, plusieurs centres universitaires, hospitaliers universitaires, qui a un tissu santé très important, si demain on devait avoir les diagnostics faits en Californie ou en Chine par les IA étrangères, il y aurait une baisse de la valeur ajoutée. Nous garderions la gestion du linge dans les hôpitaux et puis le nettoyage du sol, pendant que la valeur ajoutée partirait en Chine. On a un phénomène qui ressemble à ça quand même. Nos chaînes hôtelières gèrent des problèmes d'intendance, pendant que Booking.com, qui n'a que des informaticiens, qui n'a pas de femme de ménage et qui n'a pas de chambre, pique entre 15 et 20-22% du prix de la chambre. Et je vous passerai sur le funeste destin des orthodontistes. Même pour les professions libérales, Richard Susskind, père et fils, et Daniel Susskind, ont merveilleusement bien montré comment la valeur ajoutée des professions libérales, les professionals en anglais, va être modifiée très fortement, et comment ça pose un problème pour les mauvais libéraux. Donc les bons parmi les professions libérales, on a une accentuation de leur suprématie, comme on l'a vu chez les avocats, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont être plus gros. C'est une nouvelle étape après l'internationalisation des cabinets d'avocats. Donc les meilleurs vont gagner plus, avoir plus de pognon, mais ils seront concentrés dans les grandes villes. Et pour les professionnels dans les petites métropoles, il y a le danger d'avoir une diminution extrêmement forte
de leur activité. Et pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie des professions libérales, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Alors, qu'est-ce qu'on fait en grand test face à l'IA ? Eh bien, il va falloir gérer notre symbiose, la gouvernance de l'IA, nous interfacer, gérer cette compétition-coopération, la coopétition. Il va falloir coévoluer avec l'intelligence artificielle. Et, je vous le disais tout à l'heure, et rester les maîtres du jeu, ce qui suppose que nous améliorons notre stratégie politique et économique. Je dirais qu'il y a 4 niveaux où on doit agir. Le niveau individuel, le niveau des entreprises, le niveau des territoires et puis le niveau global de l'humanité face à des enjeux vertigineux. Au niveau des individus, il faut gérer la complexité de cette société de l'IA. Au niveau des entreprises, il faut gérer l'imprévisibilité. Au niveau des territoires, il faut gérer l'inégalité. Ce sont des questions compliquées. Pour les individus, les territoires doivent aider les largués de cette nouvelle économie. Le patron de Google, dans le Guardian, expliquait « Je ne suis pas sûr que l'humanité soit heureuse que ça aille aussi vite. » Alors, les innovateurs, vous dans la salle, vous êtes très heureux, mais les largués de la nouvelle économie sont beaucoup moins heureux. Cette économie est un cube noir, indéchiffrable pour beaucoup de gens, qui par ailleurs ont peur de connaître le destin des 29 000 porteurs d'eau à la veille de la Révolution. Il va falloir aider les gens, il va falloir combattre l'électronisme, et je citais ce chiffre tout à l'heure, 19% des jeunes Français ne sont pas capables de servir des technologies numériques. Il y a un énorme travail à faire sur la frange qui ne sait pas bien lire et qui ne sait pas se servir des outils numériques. Que faut-il faire de nos bébés, de nos enfants, de nos petits-enfants ? Il faut bien sûr magnifier nos différences. Et il faut un plan stratégique dans les territoires comme Grand Est. Arrêtez de former des comptables. Je n'ai pas dit expert comptable. Arrêtez de former tous les métiers qui vont être écrasés ou qui vont muter rapidement. Et au contraire, mettre nos enfants là où l'IA est nulle. Et il y a plein de domaines où l'IA est durablement nulle. Elle sait faire plein de choses, mais elle n'est pas transversale. Comme l'est un campus comme Harvard. Elle n'est pas multidisciplinaire. Elle ne sait pas gérer la complexité systémique. Elle ne le sait pas. Donc tout ce qui est savoir multidisciplinaire, humanité, problem solving, l'IA va être bien moins bonne que nos enfants. En revanche, sur des métiers techniques verticaux comme la comptabilité, comme le code informatique bas de gamme, il n'y a aucune chance que nos enfants résistent. Et c'est bien au niveau des territoires qu'il faut prévoir ça pour convaincre les parents de faire les bons choix et puis pour convaincre le système scolaire de muter. C'est un travail local, en dehors des décisions qui peuvent être prises à Paris. Permettre à nos enfants d'être là où l'IA est nulle et d'être loin des endroits où l'IA est meilleure que nous, c'est extrêmement important. Et nous n'y avons pas suffisamment réfléchi. Quand on regarde les formations dans les lycées professionnels du coin, ici, une bonne partie des métiers vont muter énormément et on n'y prépare pas les gamins. Il va falloir tuer quelques tabous. Le président Rotner disait tout à l'heure qu'il faut une ambition mondiale. Oui. Il va falloir que la région adopte le logiciel suisse, qui est parfaitement adapté à l'intelligence artificielle. Plus de facs pourris. Les gamins qui ne veulent pas faire d'études ou qui ne sont pas faits pour faire des études vont dans le remarquable système d'apprentissage ou dans les écoles professionnelles incroyables, comme l'école hôtelière de Lausanne, au lieu d'aller glander en fac où on voit des étudiants rester 10 ans en première année pour toucher la sécu étudiante. 10 ans. 10 ans. Il faut imiter nos voisins. Nos voisins ont compris que le care est important, mais qu'il faut bien sûr s'occuper des vieux et des enfants, mais qu'il faut aussi une économie haut de gamme si on veut payer
les soins des vieux en 2030. Ils ont compris qu'il faut dépenser pour la recherche, payer les chercheurs, payer les enseignants. La Suisse dépense 3,4% de sa richesse nationale en recherche, contre 2,2% chez nous. Le niveau de vie français était le niveau de vie suisse en 1974. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à la moitié. En 45 ans. Il n'y a pas que le Maroc qui a chuté face à la Chine, il y a nous. Regardez, dans cette région comme d'autres, ces zones qui étonnent nos amis suisses quand ils passent. Quand on fait un trajet en taxi en Suisse et quand on fait un trajet en taxi en Lorraine, comme je l'ai fait pour arriver de Luxembourg tout à l'heure, on a un peu honte. J'ai proposé dans l'Express la semaine dernière qu'on se cotise pour offrir un billet de train Paris-Lausanne au Premier ministre, Édouard Philippe. Je pense qu'il faut arrêter les conneries. Un brillant chercheur au CNRS, dans une unité commune, université CNRS, en IA, Bac plus 10 est à 3 000 € bruts par mois, c'est-à-dire 20 fois moins que ce qui toucherait chez Google en tant que débutant. Nos profs, au dernier échelon exceptionnel, sont à 6 290 par mois en brut. Ça fait de l'argent, certes, mais par rapport à ce que vaut un professeur d'université de haut vol dans le monde, eh ben, on n'est pas prêt de garder des profs connaissant l'intelligence artificielle dans nos facs. Je rappelle que le budget de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est une des meilleures universités scientifiques au monde, est de 900 millions d'euros. Le budget de Polytechnique en France est de 130. Et quand vous rentrez dans les locaux de Polytechnique, vous avez un peu honte. On se croirait plus en Union soviétique que dans un pays développé. Les profs, les bons profs à l'EPFL sont payés 303 000 € par an. 303 000 contre 6 200 chez nous au dernier échelon. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir que la région Grand Est prenne la main sur les universités et la recherche universitaire dans les années qui viennent, ne saupoudre pas, créer un centre exceptionnel, un Cambridge du Grand Est, un Oxford du Grand Est. Ça ne sert à rien d'avoir 50 universités merdiques. Pardon de le dire. Ça ne sert à rien. D'abord parce que les bons vont se tailler et iront directement faire leurs études dans les grandes universités. Les chercheurs, pareil. Il faut qu'on ait des pôles d'excellence à côté d'un maillage permettant l'aménagement du territoire. Et je ne dis pas qu'il faut une seule université pour la région, qui en plus, a priori, serait à Strasbourg. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, on a dans cette région des responsabilités à prendre et il faut que l'État lâche les universités, permette à la région Grand Est d'avoir des universités autonomes, avec plus de moyens, plus d'autonomie. Alors, au niveau des entreprises de la région, la grande difficulté qu'on a quand on a une vague technologique, c'est l'imprévisibilité. Comment on arrive à prévoir comment la technologie va bouleverser le business? Et je vous rappelle qu'en 1917, les maréchaux Ferrand étaient euphoriques. Le business n'avait jamais aussi bien marché. C'est en 1917 qu'on atteint le pic de nombre de chevaux dans le monde. Ce qui avait fait dire au New York Times, dans un article assez extraordinaire et pas très, a posteriori, pas terrible, on nous racontait que l'automobile allait se développer. Regardez, c'est un mensonge. Il n'y a jamais eu autant de chevaux qu'en ce moment. L'article était daté 6 mois avant l'effondrement du parc de chevaux aux États-Unis et dans le reste du monde, et à l'effondrement d'ailleurs de la valeur de la viande chevaline, parce qu'il y avait tellement de chevaux qu'on ne savait plus quoi en faire et qu'elle était donnée gratuitement, elle n'était même plus vendue. C'est très difficile de prédire le futur, et il y a des raisons technologiques fondamentales à ça. La technologie actuelle crée une incertitude plus grande que les technologies antérieures. Pour construire une aciérie, il faut 5 ans. Pour construire une ligne de TGV, il faut 5 ans. Pour construire une cimenterie, il faut 5 ans. Pour fabriquer un applicatif logiciel, il faut une nuit en version bêta. Donc on peut être disrupté plus vite que quand on est cimentier.
On est sur des rythmes qui sont totalement différents. L'économie concentrée autour des plateformes Internet, avec des dirigeants qui sont démiurgiques, hein, quand Jeff Bezos se propose qu'il y ait 1000 milliards d'astronautes humains sur Terre dans les prochains siècles, c'est un vrai projet transhumaniste au sens propre du terme. Toutes ces technologies bouleversent profondément le business et font qu'on est très largement dans le brouillard. Et vous savez que même le fondateur de Google, à Davos, a avoué qu'il n'avait pas vu arriver la violence de la révolution de l'intelligence artificielle. Donc il faut que les entrepreneurs de la région s'adaptent aux signes noirs et puis qu'ils prévoient. Les équipementiers automobiles de la région doivent faire pression sur Peugeot pour que les futures usines de voitures autonomes soient dans la région ou la région d'à côté et ne soient pas en Californie ou en Chine. Sinon, au début, on ne verra rien parce que la voiture autonome ne va pas prendre 100% de part de marché, mais à la fin, on fermera Sochaux si Sochaux ne fait que des voitures non autonomes. Et là, la région a une immense responsabilité. Il faut, comme dans toutes les régions, qu'elle passe un peu moins de temps à gérer l'incroyable millefeuille administratif, 18 couches, et qu'elle fasse un peu plus de prospective stratégique. Dans l'appareil d'État à Paris, il n'y a pas de réflexion stratégique 2050, mais dans les régions non plus. Alors qu'en Chine, il y a une réflexion à 100 ans, hélas. On va avoir de l'intelligence artificielle partout, comme le fondateur de Google Brain l'expliquait. Ça crée un risque de codécisation des entreprises importantes. C'est pour ça qu'il est temps d'agir. S'organiser, faire de la prospective, aider les PME à voir arriver les coûts, même si ça n'est pas facile. La veille stratégique va être fondamentale. Et l'échelon régional est un bon échelon, notamment pour aider les sous-traitants à s'organiser face aux mutations rapides. Et elles vont vite. Surveiller, bien sûr, les géants chinois, et c'est plus le conseil régional qui peut faire de la veille sur ces sujets-là pour avertir les petites et moyennes entreprises, plutôt que chaque entrepreneur du sillon lorrain qui ne va pas aller passer ses vacances à Shenzhen. Il faut aussi préparer les gens à changement de la segmentation stratégique. Jusqu'à maintenant, les métiers ils étaient verticaux. Quand on était sous-traitant de Forestia, on faisait des pièces automobiles. Quand on était Danone, on faisait de l'eau. Quand on était Coca, du Coca. Quand on était Peugeot, on faisait des bagnoles. Avec la technologie de l'intelligence artificielle, il y a des acteurs qui deviennent transversaux. Google, comme vous le savez, a plein de métiers. Et ça, c'est une rupture radicale. Il y a des gens qui attaquent tous les métiers horizontalement au lieu de faire sagement ce qu'on faisait depuis 2 siècles, d'avoir un métier vertical. Si on avait expliqué aux gens que Google ferait un jour de la médecine, les gens auraient rigolé il y a 15 ans. Et l'intelligence artificielle crée des rapprochements qu'on n'imagine pas. Google est présent sur 2 choses qui semblent très, très éloignées l'une de l'autre. Et pourtant, c'est le même métier, technologiquement. Google s'est vu confier par Total l'exploration du sous-sol pour le monde entier. Et Google est très fort en radiologie. Mais c'est le même métier. Quand vous faites une échographie, vous envoyez une onde et vous regardez comment elle revient. Et quand vous faites de l'exploration du sous-sol, vous faites un mini tremblement de terre avec des camions sismographes et vous analysez ce que le sous-sol renvoie pour déterminer où il y a du pétrole. Eh bien, à l'ère de l'intelligence artificielle, radiologie et exploration pétrolière, c'est le même métier. Et personne n'a vu arriver ça. Et il y a un avantage énorme pour Google, et c'est pour ça que Total a confié son exploration, c'est une donnée parfaitement publique, hein, ce n'est pas un secret d'État, à Google pendant cet été. Et pas que pour l'été. Il faut aussi permettre dans la région aux gens de suivre la frontière entre l'IA et puis l'intelligence humaine pour au mieux organiser les formations et organiser la transition dans les entreprises. Enfin, je pense qu'il est du devoir de la région et des territoires d'aider les entreprises, et notamment les PME, à organiser la fusion entre la direction des ressources humaines et la direction de l'informatique. Vous imaginez bien qu'à l'ère de l'intelligence artificielle,
d'avoir une direction qui gère l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'informatique, et une direction qui gère les cerveaux biologiques, la DRH, c'est complètement con. Il faut fusionner la DRH et puis l'informatique. Il faut gérer dans la même direction les cerveaux biologiques et les cerveaux artificiels. Les territoires, les nations vont devoir gérer et réduire les fractures. Et je pense que c'est plus au niveau des territoires qu'au niveau national qu'on peut réduire la pauvreté, qui demain sera principalement liée aux inégalités d'adaptation à l'économie de la connaissance. Vous savez que l'Europe n'est pas intégrée dans le G2 et qu'aujourd'hui nous sommes objectivement une colonie numérique des GAFA. Nous avons été beaucoup trop bisounours et nous n'avons pas vu les évolutions systémiques qu'entraînait l'économie de la connaissance et le capitalisme cognitif. Ce qui, d'ailleurs, ne nous permet pas bien d'apprécier comment va évoluer le marché du travail. Le risque qu'il y ait demain des révoltes contre la machine, comme il y en a eu en Angleterre au XIXe siècle. L'évolution du marché est très incertaine. Quelle est la part des emplois non qualifiés qui vont disparaître ? Il y a plein de thèses en présence. En revanche, il y a une certitude, on va manquer énormément d'employés ultra qualifiés sur Terre en 2035. Et ils vont être de plus en plus payés. Ils vont être payés parce qu'ils sont parfaitement adaptés à l'économie de la connaissance, et puis ils vont être surpayés parce qu'on en manque énormément. Et on estime qu'il va manquer 85 millions d'ultra qualifiés. D'ultra qualifiés, je n'ai pas dit de qualifiés, d'ultra qualifiés. Et vous savez, la Harvard Business Review, il y a déjà 2 ans, avait montré à quel point, à l'échelle internationale, tout le monde a profité de la mondialisation, sauf les gens non diplômés et mal formés en Amérique du Nord et en Europe. La politique doit aider à répondre à une question très importante. Comment sauver la démocratie du populisme dans un monde où les écarts de capacité intellectuelle et cognitive deviennent ultra discriminantes et où l'avantage des gens les plus doués et qui manipulent le mieux les données numériques devient de plus en plus fort. Et aux États-Unis et en Europe, on voit depuis maintenant une dizaine d'années cette explosion des écarts entre ceux qui comprennent bien l'économie de la connaissance et ceux qui ne la comprennent pas, ceux qui créent les injustices dont on parlait tout à l'heure, avec des situations quasi révolutionnaires qui peuvent être envisagées si on ne fait pas attention, de la même façon qu'on a eu énormément de violences politiques dans les années 70 et 80. Vous vous souvenez tous que le patron de Renault a été assassiné dans le dos, alors qu'il rentrait chez lui et il n'avait même pas de garde du corps, par un commando d'extrémistes. Au niveau global de l'humanité, on sort de la région, mais il va falloir gérer nos rapports avec la technologie. Les transhumanistes, la Silicon Valley, mais aussi les Chinois, veulent supprimer toutes nos limites. C'est ce qui avait fait écrire Homo Deus à Harari, l'homme-dieu, qui contrôle la mort, qui contrôle l'espace, qui essaie d'atteindre la mort de la mort. Et vous savez qu'on en rigolait il y a quelques années quand on a commencé à écrire que Google voulait nous rendre immortels, mais ce changement philosophique a des conséquences importantes pour nous tous. Ça a d'ailleurs beaucoup choqué les médecins parce que nous, médecins, on veut bien vous soigner et que vous mourriez sans trop souffrir, mais on ne s'est jamais proposé de vous rendre immortels. Quand Google a créé Calico pour nous rendre immortels, et je ne dis pas qu'ils y arriveront, ça nous a bouleversés. C'était une vraie rupture, parce que ça n'a jamais été dans notre business model de vous rendre immortels, vous l'avez noté. Les anglo-saxons trouvent normal qu'on envisage, comme si économistes, de manipuler l'ADN de nos enfants pour augmenter leur quotient intellectuel. Tout ceci paraît normal. Cette volonté des transhumanistes de tuer la mort, de conquérir le cosmos, de modifier nos cerveaux et de créer le bébé à la carte, qui semble profondément normal aux transhumanistes en utilisant l'intelligence artificielle, nous trouble beaucoup en Europe. Avec une peur alimentée par Elon Musk d'être supplanté demain par l'intelligence artificielle. Et il faut bien savoir que Elon Musk n'est pas désintéressé. Quand Elon Musk explique qu'il est urgent d'hybrider nos cerveaux avec des puces avant que l'IA ne nous transforme en animaux domestiques, ce qu'il a annoncé il y a 3 ans,
C'était quelques mois avant qu'il sorte Neuralink, sa société destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre plus intelligents, plus compétitifs face à l'Asie et plus compétitifs face à l'intelligence artificielle. Elon Musk obéit parfaitement à la définition du pompier pyromane. 2017, c'est la date de la création de Neuralink. Nous rentrons dans une révolution du cerveau qui est extrêmement difficile à imaginer. Il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons débuté l'industrialisation de l'intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle est très bête et n'a aucune conscience artificielle, sans doute encore pour très longtemps, mais nous n'avons pas débuté la démocratisation de l'intelligence biologique. Nous sommes un petit peu comme Napoléon qui abandonnait tous les blessés, et pas seulement à la retraite de Russie. Il y a aujourd'hui 2 écoles, une école qui va assez vite, c'est l'école du deep learning, de la formation de l'intelligence artificielle, puis il y a une école qui progresse très lentement, qui est l'école de nos enfants. Et faire évoluer l'école n'est pas si simple que ça, notamment parce que ces dernières années, on a découvert que la part génétique dans nos capacités cognitives et intellectuelles est hélas beaucoup plus forte que ce qu'on imaginait, y compris en matière de lecture. Plummin a montré, à partir de la gigantesque cohorte anglaise qu'il a créée il y a 25 ans, que pour la lecture, qu'on pensait être très fortement, les différences de lecture étaient très fortement liées à l'école et à la formation, en réalité, 64% des différences de capacité de lecture sont génétiques. Et donc les enfants qui lisent mal, c'est d'abord pour des raisons génétiques, moins que parce qu'on les a mal fait lire ou parce que les professeurs ne sont pas bons. En réalité, les professeurs ne sont pas responsables des difficultés de lecture, ce qui ne veut pas dire que tous les professeurs soient égaux. 64%, ce n'est pas 100%. L'éducation garde un rôle dans la façon dont les enfants lisent, mais la part génétique est hélas extrêmement importante. L'éducation va être l'industrie la plus importante dans le futur, notamment si on veut éviter d'avoir un apartheid intellectuel. Et donc, il faut, dans une région comme celle-là, créer pas seulement des boîtes qui font de l'IA, mais des incubateurs d'EdTech. L'avenir de la région est très largement lié aux EdTech, c'est-à-dire aux technologies de l'éducation. Or, excusez-moi de vous le dire, mais vous investissez 0 sur le sujet. Et vous êtes coupable. Donc il faut des incubateurs d'EdTech. Il faut favoriser la création de boîtes qui créent des technologies éducatives. Il faut s'y mettre vite parce que ce n'est pas simple. S'il y avait une technologie permettant de rendre les gamins moins doués et très doués, s'il y avait une technologie permettant de diminuer les écarts intellectuels, ça se saurait. Nous ne l'avons pas aujourd'hui. Nous n'avons pas de technologie qui, d'un claquement de doigts, aide les enfants qui ont plus de difficultés à monter l'ascenseur cognitif. Et il me reste combien de temps ? Il me reste combien de temps, monsieur ? Combien de temps ? Un quart d'heure. J'ai presque fini. Et il faut faire attention, comme toujours, les chiffres doivent être regardés avec prudence. Il y a une pensée magique autour des écoles Montessori, c'est Maria Montessori. On sait maintenant qu'une bonne partie des bons résultats des écoles Montessori n'est pas liée à la méthode Montessori, mais liée au fait qu'il n'y a que des enfants très doués dans les écoles Montessori. Oui, à New York, une maternelle Montessori, c'est 65 000 $ par an et par enfant, bus scolaire non compris, cantine non compris. Vous avez 3 enfants, ça fait 200 000 $ par an. Vous imaginez bien que les parents sont des parents favorisés dans les Montessori. Il y a des Montessori gratuites, mais elles sont très, 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 très minoritaires. Donc, globalement, on s'est rendu compte qu'une bonne partie des bons résultats Montessori est liée à un écrémage. Et que ces gamins-là, quand papa a fait Harvard plus Caltech et que maman a fait le MIT plus Brown, de toute façon, si les gamins, on les abandonnait en forêt, ils feraient une bonne scolarité aussi. Sur la formation, et là aussi, les EdTech ne doivent pas uniquement réfléchir à la formation initiale, mais aussi à la formation continue. Il y a une vraie réflexion qui n'est pas bienveillante et qui n'est pas bisounours. Et pour ceux qui travaillent dans l'éducation ici et dans les universités, je vous invite tous à télécharger The Mirage, où aux États-Unis, on a essayé de voir quel est l'impact de la formation continue sur un métier qui est celui d'instituteur. On dépense presque 20 000 $ par an et par instituteur de formation continue aux US.
Et l'impact a été évalué dans un rapport de 500 pages, dont la conclusion est indicible. Et elle est, la formation continue n'a pas d'impact sur le niveau des profs, ni sur la façon dont ils enseignent, ni sur le niveau des élèves. En réalité, il faut qu'on recrute des instituteurs plus intelligents. Je n'endosse pas cette horrible conclusion. Mais je vous incite, vous qui êtes dans le monde universitaire, je vous indique, c'est très très cruel. D'ailleurs, organiser la complémentarité entre l'intelligence artificielle et puis nos neurones va être un vrai combat, va être très difficile, qui ne passe pas forcément par des études longues. Vous savez que Peter Thiel propose même des bourses aux gamins très intelligents qui renoncent à faire des études. Bill Gates a arrêté les mathématiques à Harvard au tout début. Mark Zuckerberg ne foutait rien à Harvard. Il y a aux États-Unis un courant important qui pense qu'il vaut mieux être entrepreneur avec des formations continues, sérieuses, de type INSEAD par exemple, régulièrement, que de faire des études longues. L'échec de l'éducation est un thème qui devient très fort. Il faut une vraie réflexion. On disait tout à l'heure qu'il ne faut plus d'universités poubelles, il faut plutôt des universités de type EPFL, mais ce qu'il faut conseiller aux enfants dans le monde de demain, il faut y réfléchir beaucoup parce que apprendre des savoirs n'est pas très utile car la plupart des savoirs vont être dévalorisés et pour apprendre des méthodes, on a besoin de moins de temps. Moi, personnellement, en tant que chirurgien, si on me demandait mon avis sur l'organisation des études médicales, je ferais 3 années et pas 12 pour former un docteur, avec des formations continues obligatoires extrêmement sérieuses tous les 18 mois. On forme les gamins à des savoirs qui n'auront plus aucune utilité, on leur apprend plein de maladies à la moelle-neu qu'ils ne rencontreront jamais parce que ça fait plaisir au professeur Duchemol à Strasbourg qui travaille là-dessus depuis 15 ans, et on ne leur apprend pas à apprendre, aujourd'hui encore. Donc, comment organiser le système éducatif et faut-il faire des études supérieures à tout le monde est une vraie question à laquelle les territoires doivent réfléchir aujourd'hui. Le fait que l'éducation et la formation continue ne marchent pas très bien, ça incite des gens, on l'a vu chez Musk, mais Kurzweil chez Google avait dit des choses pareilles, identiques, de proposer des technologies, des neurotechnologies un petit peu agressives. Et moi, personnellement, je ne suis pas certain que je proposerais qu'on mette ça dans le cerveau de mes petits-enfants. Nous rentrons effectivement dans un monde où les technologies du cerveau vont être un peu compliquées. Je vous rappelle qu'il y a 1 an, en présentant ses résultats, le patron de Netflix, j'ai presque dit Netflix, le patron de Netflix avait eu cette remarque extraordinaire. Notre métier n'est pas de louer des MP4, notre métier futur, c'est de vous donner une gélule qui vous fera vivre le film. Le même schéma que Total Recall, le film. Il va bien falloir qu'on encadre toutes ces folies technologiques. Et là encore, le décalage culturel entre nous et l'Asie-Pacifique est important. 50% des jeunes couples chinois souhaitent utiliser la génétique pour augmenter le quotient intellectuel de leur bébé. Ce qui conduit beaucoup de gens à fantasmer à partir de toutes les dystopies littéraires et cinématographiques. La responsabilité politique, elle est écrasante aujourd'hui. L'IA, même si elle est très con et n'a aucune conscience artificielle, change beaucoup de règles du jeu, crée des problèmes philosophiques, politiques, industriels majeurs. On n'a pas commencé à y réfléchir, on n'a pas commencé à y travailler. C'est pour ça que je trouve tout à fait formidable que vous organisiez ce type d'événement dans la région. La sensibilisation de la société civile ou des acteurs est fondamentale si l'on veut progresser sur tous ces chantiers. La première chose que les politiques doivent faire, c'est d'éviter que nous ayons la conclusion d'Homo Deus d'Harari, des dieux et des inutiles, des dieux qui comprennent l'intelligence artificielle et qui sont les maîtres du futur, et des inutiles à qui on donne le revenu universel en attendant qu'ils meurent. C'est un cauchemar politique et nous devons beaucoup travailler pour diminuer les inégalités intellectuelles en utilisant toutes les technologies que nous ne possédons pas encore aujourd'hui. C'est un combat collectif. La guerre des intelligences, c'est principalement la guerre entre les intelligences artificielles et les intelligences biologiques de la zone Asie-Pacifique et les nôtres,
nous qui n'avons pas assez investi dans l'économie du capitalisme cognitif. Le monde va être difficile et vertigineux, mais il faut qu'on ne soit pas pessimiste. Je suis assez affolé de voir tout le discours apocalyptique. D'ailleurs, j'ai fait dans le Figaro un papier très anti-Hulot la semaine dernière. On explique à longueur de journée chez nous, pendant que la Chine développe la technologie, qu'on va mourir, que nos enfants vont mourir, qu'ils vont griller, qu'on va... il faut faire attention. Il ne faut pas faire passer un discours d'ayatollah vert, d'extrémiste apocalyptique, qui est un discours religieux, à nos enfants, parce que sinon ils ne vont rien foutre. Et au lieu de préparer la société française et le Grand Est au monde de demain et à être compétitifs face à Shenzhen, les gamins vont se mettre sous Prozac et se droguer en attendant le réchauffement climatique catastrophique. Donc il faut qu'on ait un discours positif. Je vous rappelle que les oiseaux de mauvais augure, il y en a toujours eu, et en 1894, le Times de Londres avait quand même en première page écrit que Londres allait mourir à cause des 2 mètres de crottin de cheval qui recouvriraient la ville en 1920. Le Times n'avait juste pas envisagé que la première Mercedes, les premières automobiles sortaient quelques mois plus tard. Donc, il ne faut pas qu'on explique à nos enfants qu'il n'y a rien à faire et que nous allons à l'accident aussi inéluctablement que Piccoli dans les choses de la vie. Il faut donner un message d'espoir et il faut que nous luttions tous parce que dans la guerre technologique que nous vivons, et qui est une vraie bataille technologique, nous ne pouvons pas réussir si nous sommes dans le déni et si nous ne développons pas collectivement les outils qui vont nous permettre de rattraper notre retard. Il faut du temps, les choses ne sont pas désespérées. Le PFL était une IUT merdique en 1970. C'est devenu une des meilleures universités mondiales parce qu'il y a eu une volonté politique, une vision d'en faire une des plus grandes universités scientifiques au monde. On peut aussi faire ça dans le Grand Est. On peut aussi avoir une vraie grande université dans le Grand Est à l'horizon 2050. Ça suppose que tout le monde se mobilise, d'y mettre de l'argent et, comme je disais tout à l'heure, de récupérer le bras et de ne pas avoir une régulation des universités qui soit faite à Paris, avec une médiocrisation acceptée sur l'ensemble du territoire. Ce que nous devons apprendre dans cette nouvelle ère industrielle, c'est avoir une ingénierie de la décision politique, que nous soyons capables de nous projeter dans le futur et de déterminer comment on organise la décision politique, comment on l'ingénierie. Il y a un pays, hélas une dictature, qui nous montre comment on fait de l'ingénierie de la décision politique sur un modèle autoritaire. Mais quand même, la stratégie technologique la plus brillante du millénaire, c'est la Chine depuis 1980. Personne n'aurait parié un copec sur la Chine comme grand leader technologique en génétique, en IA, même si elle n'a pas encore dépassé les États-Unis. La Chine nous a doublés en technologie, alors qu'on était des gros prétentieux persuadés qu'ils n'allaient jamais être capables de décoller. Il faut qu'on soit moins brouillon et qu'on se mette à bosser. Il faut qu'on soit moins arrogant et qu'on soit meilleur stratège. Chez nous, quand on fait passer le millefeuille administrativo-politique de 18 échelons à 19, on se pâme et on est content. Non, augmenter la complexité de nos millefeuilles, ce n'est pas le sujet. Le sujet, aujourd'hui, c'est d'améliorer la décision politique, car il est nécessaire, dans l'ère du capitalisme que nous connaissons, d'avoir des entrepreneurs, mais aussi d'avoir une organisation politique aujourd'hui qui leur permette de s'épanouir, d'avoir des politiques qui investissent dans les universités, dans la recherche, parce qu'il faut aussi de la recherche fondamentale. Il faut créer un écosystème, et donc il faut des politiques capables d'organiser la décision politique avec cet objectif, faire que nous cessions d'être en dehors du capitalisme cognitif, que nous y rentrions, comme cette région est rentrée dans le capitalisme industriel au XIXe siècle, quand elle était l'une des régions les plus développées dans l'économie de l'acier et l'économie du charbon. Ingénierie politique pour qu'il y ait enfin un drapeau Grand Est sur cette image. Ne pas oublier
que l'art de vivre est fondamental pour attirer et garder les cerveaux au XXIe siècle. Donc, essayez de conserver les 3 macarons Michelin que vous avez en grand test. Vous en avez perdu un, hélas. Le cas, puisque Klein a été rétrogradé à 2 macarons, ce que je regrette beaucoup et que je trouve injuste personnellement, parce que j'aime beaucoup. Je connais très bien les restaurants de votre région. Je le regrette profondément. Et enfin, il n'y a pas que la technologie, il y a aussi la philosophie. La politique, la société civile doit réfléchir à la façon dont nous allons organiser notre pouvoir démiurgique, comment nous allons organiser Homo Deus. Il va falloir tous ensemble, et grâce aux politiques, qu'on réfléchisse au bon équilibre entre la sagesse némésis et l'hubris technologique, la folie technologique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Laurent Alexandre. Voilà. Laurent, merci. Merci beaucoup. Il y avait du punch. Merci beaucoup à l'organisateur. J'écorche sans arrêt son nom. Et tout à l'heure, je l'ai appelé Monsieur Spurns. Ah, c'est pas mal. Et je suis désolé. C'est un nouveau que je vais rajouter à ma longue liste de noms bien de chez nous. On va s'appeler Frédéric. Merci beaucoup, Laurent, pour cette conférence. On n'a pas le temps des questions. On va voir si on a peut-être le temps des questions. S'il y a des questions dans la salle, je ne vois absolument pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des micros qui circulent, mais sur le timing, on est un petit peu serré. Je pense qu'on va pouvoir éventuellement avoir une question en particulier, mais Stéphane, il faudrait que tu... 2 questions, bon ben voilà. Mais je ne vois absolument pas la salle, donc je ne sais pas du tout si une main se tend. Et cette première question, c'est toujours la plus difficile. Soyez pas timide. Alors pendant que ça se fait, je vous explique aussi... on accueille, j'avais pas vu que tu étais là, Loïc Lemer qui est présent au premier rang ici, que vous pourrez rencontrer cet après-midi, qui est un entrepreneur comme ça. L'idée, c'était, avec Laurent Alexandre, d'aborder une prospective plus ou moins proche et plus ou moins lointaine. Et avec ça... Allez, il y a bien un étudiant qui va poser une question quand même. Bah oui, ça va arriver. Ah, on a une question. Ça, je vois pas. Levez la main, s'il vous plaît. Stéphane, il est tout en haut. Merci, ça me fait courir. C'est sympa. Allez, Stéphane, un peu de sport, Stéphane. Voilà. Ça a été, on va commencer par monsieur. Allez-y. Très bien, merci. Bonjour, merci pour cette conférence. Je me demandais ce que vous pensiez de la possibilité que l'intelligence artificielle puisse développer un instinct de survie. Alors, c'est une grande question. Il y a 2 questions. Est-ce qu'une intelligence artificielle faible, sans conscience, puisse développer un instinct de survie de façon darwinienne? Ce n'est pas inenvisageable, mais c'est très compliqué. Et a priori, ça demanderait beaucoup de temps. Le darwinisme, ça demande pas mal de temps. Nous-mêmes, nous sommes le fruit de 3 milliards d'années d'évolution darwinienne. Donc, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Une intelligence artificielle forte, avec conscience artificielle, aurait forcément une préservation de soi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut monitorer les intelligences artificielles et les castrer au moment où elles deviennent fortes, c'est-à-dire dotées de conscience. Mais la difficulté, c'est que si on écrit partout, et il y a déjà des milliers d'articles quand on tape ça dans Google, qui expliquent comment il faut faire pour tuer l'intelligence artificielle au moment où elle devient forte, et comme elle lit Internet, puisque l'intelligence artificielle a accès à toute la connaissance numérique, il est fort probable que si elle devenait consciente, elle se protégerait du fait qu'on la débranche préventivement, comme dans les films de science-fiction. Donc, comment éviter, s'il doit y avoir un jour une intelligence artificielle forte, qu'elle nous baise, est une vraie question. Je n'ai pas de réponse simple, mais dans la guerre des intelligences, j'en parle beaucoup. J'explique les différents scénarios, même si aujourd'hui, on ne peut pas trancher entre ces différents scénarios. J'évoque une quinzaine de scénarios dans notre rapport avec une éventuelle intelligence artificielle forte. Ma religion n'est pas encore faite sur le bon scénario et je pense que je vais mourir sans avoir la réponse. On a une autre question ici. Je vous remercie. Bonjour, très belle présentation. Ma question était concernant les intelligences artificielles. Aujourd'hui, vous expliquez qu'il y en a une dizaine partagées entre les États-Unis et la Chine. Elles ne sont pas spécialement vendues, à part Watson d'IBM. Et ma question est, est-ce qu'aujourd'hui Watson d'IBM est une fausse intelligence artificielle ou est-ce que c'en est vraiment une, celle qu'on vend aux banques? Alors,
Je ne vais pas redire une nouvelle fois du mal d'IBM, mais Watson a été surpromu pour des raisons marketing. D'ailleurs, j'ai fait un papier dans l'Express, Watson contre Google, dans lequel j'explique que dans le cadre de sa nouvelle stratégie, IBM a surpromis sur les capacités de Watson, qui est une intelligence artificielle extrêmement sommaire, hein, et qui n'est pas du tout mature et qui, en tout cas, est incapable de traiter les problèmes médicaux que IBM imaginait. D'ailleurs, quand IBM a lancé Watson en médecine, je les ai trouvés très naïfs, connaissant un petit peu la médecine. Je pense qu'ils n'ont pas été bien conseillés et qu'ils n'ont pas vu à quel point l'intelligence artificielle peut faire plein de choses en médecine, mais sûrement pas ce qu'ils avaient imaginé. Lire un scanner, oui, mais analyser globalement un dossier, avant que l'IA le fasse, il va se passer encore quelques lunes. Et là, il y a des hôpitaux qui ont même attaqué IBM Watson, hein, et qui ne sont pas contents du tout. IBM n'a pas été très bon. Google, Baidu, Facebook sont bien meilleurs en médecine aujourd'hui qu'IBM. Dernière question ici. Bonjour, plutôt 2 remarques. Donc, je suis M. Zafniki, je dirige le campus messin de Centrale Supélec, qui est d'une taille d'une PMI-PME par rapport à ce qui est situé à Saclay. Je suis ici. Ah, pardon. 2 remarques. La première, c'est que vous avez pas mal matraqué la région Grand Est en la présentant un petit peu comme un désert au niveau des grandes masses de données. Je voulais juste préciser que nous avons quand même un grand acteur français qui est actuellement sur Metz et qui normalement il restera, c'est l'INSEE, l'Institut national de statistique, qui a ce shelter ici et avec lesquels nous avons l'honneur et le plaisir de travailler justement pour pérenniser leur présence sous la forme d'un data center ici à Metz. Donc il y en a un petit peu quand même. Puis nous ambitionnons développer autour de cette grande base de données également des services et de l'entrepreneuriat justement pour aller dans le sens que vous avez évoqué. Et le deuxième point que j'ai envie de dire, c'est par rapport à ce que vous avez annoncé, il y a au niveau de ce qu'il faut faire en particulier au niveau français ou région Grand Est, je prétends que nous avons quand même un atout très important sur lequel il faudrait nous baser et le développer, et je voudrais connaître votre avis là-dessus. C'est ce qui est écrit sur le fronton de nos mairies, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est, à mon sens, la base d'une approche pour cerner, contrôler, maîtriser de ce qui est en train de se passer, que le grand concurrent que vous avez annoncé n'ont pas. Donc j'ai envie de dire, et c'est là où je voudrais avoir votre avis, qu'en priorité, il faut enseigner à nos enfants la liberté de penser. Et par rapport à cela, je pense, ou en tout cas j'ai la faiblesse de penser, qu'ils auront la puissance et le réflexe de cerner tout ce qui nous arrive, les révolutions qui nous arrivent. Merci. Alors, je vais répondre brièvement à vos 2 remarques. La première, avant qu'à partir des bases de l'INSEE, on fasse de la vraie IA, il va se passer quelques millions d'années. Pour des raisons que les spécialistes du deep learning connaissent bien dans cette salle, qui est qu'à partir de données B2B, et ce sont des données B2B et pas B2C, on ne sait pas faire d'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui. Donc les données INSEE ne sont pas une base, il n'y a aucune base de cette nature-là qui a servi à faire de l'IA dans le monde. Il y a une raison. On fait de l'IA en machine learning à partir de bases B2C, pas B2C. Pour des raisons technologiques que je n'ai pas le temps de développer ici, mais on pourrait en discuter à la pause avec les spécialistes du secteur. Premier point. Et puis l'INSEE est nul et n'a pas de stratégie en intelligence artificielle. Si on en avait une, ça ne s'appellerait pas INSEE, ça s'appellerait Google ou Baidu. Et je ne l'ai pas vu encore qu'on l'ait rebaptisé. Deuxièmement, l'éthique est fondamentale. Notre problème sur l'éthique, c'est qu'ils ont l'intelligence artificielle et nous, on a les éthiciens de l'intelligence artificielle. Je veux bien qu'on fasse de l'éthique, mais il serait pas mal qu'on soit pas que des éthiciens. Hein, le Zimbabwe en 1900, s'il avait été spécialiste de l'éthique automobile, ça lui aurait fait une belle jambe, ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc que nous soyons les contempteurs de ce que produisent les IA et les éthiciens de ce que nous ne savons pas prédire, ce n'est pas ça qui va donner un avenir économique à nos enfants, et ce n'est pas ça qui va arrêter le fait que les enfants de la haute bourgeoisie quittent la France aujourd'hui, ce qui n'est pas un très bon symptôme. Donc oui, il faut de l'éthique, mais il faut aussi qu'on existe, il faut qu'on cesse d'être une colonie numérique. Le campus de Centrale Supélec, il est super. Il faudrait juste 50 fois plus de pognon sur ce type de campus dans la région.
Et vous savez bien que vous n'êtes pas capable de lutter contre un Harvard ou contre un Berkeley aujourd'hui sur ce type de campus. Et là, non, mais sur des tout petits thèmes, mais pas en retentissement mondial. Écoutez, excusez-moi, quand on est à Canberra, on connaît plus Harvard que le campus d'ici, hélas. Donc, on a un effort important, mais là, ce n'est pas de votre faute, c'est le fait que nous n'investissons pas assez dans l'économie de la connaissance. Et je vous disais tout à l'heure que les hommes politiques doivent hurler aujourd'hui et doivent se mobiliser pour qu'on intègre correctement ce nouveau paradigme. Mon ami Nicolas Bouzou, qui est la page d'avant moi dans l'Express chaque semaine, a fait un très beau papier récemment sur ce sujet-là. Il a dit « Nous sommes le café de Flore de l'IA. On a les intellectuels qui réfléchissent à l'IA pendant que les autres produisent de l'IA. C'est ça le grand danger. Ils ont l'IA, nous avons les éthiciens de l'IA. C'est le meilleur moyen pour être une nation intellectuelle et sous-développée, comme l'est devenue l'Argentine à partir des années 1955. » Merci beaucoup. Merci Laurent Alexandre. Merci beaucoup. Merci, merci. Restez avec moi sur scène 2 minutes. Quelques temps forts cet après-midi, une table ronde ici même qui était censée être prévue avec Maria Gabriel, mais qui nous a envoyé un mail tard hier soir pour annuler parce qu'elle est convoquée, entre guillemets, convoquée avec les commissaires européens directement auprès du président. Donc elle ne sera pas là cet après-midi, mais la table ronde restera parce que le sujet des femmes dans le numérique est un sujet central. Vous aurez aussi un petit peu plus tard Gaël Langevin avec son robot imprimé en 3D avec lequel il interagit. Il est un peu connu, mais ceux qui n'ont jamais vu, c'est plutôt pas mal. Ensuite, un peu de quantique avec Christophe Galfard, le pupille de Stephen Hawking. Et puis demain, on recommence avec Bertrand Piccard. Mais cet après-midi, il y a quelque chose que je voudrais vous inviter à venir écouter. Et une personne que j'aimerais que vous rencontriez, moi je l'ai rencontré il y a un paquet d'années, c'est Loïc Lemeur. Ce gars, il est hypnotisant. Ça a été un des chefs de file, un de ceux qui, et j'en connais autour de moi dans cette association, sont lancés en tant que chef d'entreprise dans le digital. Et Loïc a créé quelques vocations, dont celle de Steph, je pense, parce que il me parle tout le temps de toi, il n'arrête pas, et je pense qu'il est très heureux de te voir. Loïc Lemeur, c'est vraiment quelqu'un à aller voir. Et demain, donc, on a Bertrand Piccard. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Merci. Demain, Bertrand Piccard le matin, conférence à 11h, et à 15h30, Jacques Séguéla. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'en régie, on peut me passer le deuxième slide ? Notez peut-être déjà les dates de Gênes 2019, 12 et 13 septembre, ce sera à Metz. Et le dernier slide, parce que c'est une petite annonce qui est un peu imprévue. Enfin, ce n'est pas forcément imprévu. Si en régie, on veut bien me passer le dernier slide. On vient de parler d'intelligence artificielle et de se faire un petit peu chahuter. Et j'attire l'attention sur ceux que je chahute parfois, où finalement, vous voyez, je suis plutôt tranquille. On va lancer, parce que le sujet de l'intelligence artificielle est central, il est nécessaire de commencer à réfléchir, à rassembler les gens. On lance, à partir de l'année prochaine, un événement qui peut-être va connaître la croissance de Gênes, aujourd'hui 6e édition, qui s'appellera EA Now, et qui est un événement qui sera centré sur l'intelligence artificielle au sens très large, au sens sociétal, philosophique, mais aussi technique, entrepreneurial, et qui fera le tour des impacts, des perspectives et des prospectives chaque année. Et ça se passera ici, à Metz. Je vous remercie beaucoup pour toute l'attention.